d'être présent ici pour parler du responsable des agences du PCF. Et je vous souhaite tous bienvenue. Lorsqu'on parle de la déforestation, bien sûr, il y a la destruction des forêts, mais il y a des rôles positifs qui contribuent à l'atténuation de la déforestation. C'est une session spéciale. Nous avons 15 intervenants. Et durant, je crois, 80 minutes, nous allons mener notre discussion. Je vais faire de mon mieux pour gérer le programme. Et avant de commencer, je voudrais vous demander d'être bref et souligner sur les points essentiels pour rester dans le délai, pour être dans le délai. Tout d'abord, je voudrais demander à Maria Elena Semedo, directrice générale adjointe de la FAO, de prendre la parole. Merci et bon après-midi à chers responsables des agences de partenariat de collaboration sur les forêts, chers membres de panel, mesdames et messieurs, chers participants. J'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement organisé par le partenariat de collaboration sur les forêts. Il est extrêmement important pour nous d'être ici ensemble en tant que communauté forestière pour discuter et intensifier les actions visant à relever les défis mondiaux d'aujourd'hui. La fréquence et l'intensité des impacts du changement climatique, des conflits et d'autres urgences humanitaires ont augmenté au cours des dernières années à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde, frappant le plus durement les plus vulnérables. Selon la FAO, la faim est en augmentation, touchant 8 millions de personnes dans le monde en 2020, soit une augmentation d'environ 118 millions par rapport à 2019. Notre population mondiale est en train d'augmenter. Il faut aussi penser aux 2 milliards de personnes supplémentaires qu'il faudra nourrir d'ici 2050. Aujourd'hui, nous discuterons de la manière dont les forêts contribuent aux voies de solutions pour répondre à ces défis mondiaux. Plus tôt dans la journée, la FAO a lancé un nouveau rapport phare, La situation des forêts du monde 2022. Il présente 3 voies qui se renforcent mutuellement pour parvenir à des forêts et des sociétés durables et saines. La première voie consiste à stopper la déforestation et à entretenir les forêts. Le deuxième est la restauration des terres dégradées et l'expansion de l'agroforesterie. Et le troisième est l'utilisation durable des forêts et la construction de chaînes de valeur vertes. Quelle que soit la crise à laquelle nous sommes confrontés, une pandémie, des conflits, le changement climatique, la perte de biodiversité, la récession économique et l'insécurité alimentaire qui en rajoutent, nous devons considérer nos forêts et nos ressources naturelles comme faisant partie de la solution et les intégrer dans les plans et stratégies de relance. Il est temps que le monde investisse dans les forêts par le biais des politiques audacieuses, d'un financement accru, d'informations, de données, de technologies et de bonnes pratiques. Nous n'avons pas de temps à perdre. Selon l'évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO, nous perdons des forêts au rythme de 10 millions d'hectares chaque année à cause de la déforestation. Nous devons redoubler nos efforts pour arrêter la déforestation et mettre fin à la consommation non durable et restaurer les terres dégradées afin que les écosystèmes forestiers puissent continuer à fournir leurs multiples services dont chacun de d'eux dépend. La FAO, en collaboration avec la PNUD, le PNE et d'autres partenaires,
aide plus de 60 pays à mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. La FAO promeut des modes de consommation et de production durables à tous les niveaux. Les décennies des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, co-dirigées par la FAO et le PNU, est une occasion unique d'accélérer et de transformer des idées novatrices en actions ambitieuses sur le terrain. Cela nécessite une cohérence des politiques, une gouvernance efficace et inclusive et l'utilisation d'outils politiques appropriés qui s'attaquent aux causes sous-jacentes des pratiques non durables et des inégalités existantes. Pour y parvenir, nous devons travailler ensemble. Le partenariat de collaboration sur les forêts, composé de 15 organisations internationales, travaille sur les questions forestières, est bien placé pour aider les pays membres à créer un réel changement. J'attends avec impatience cette table ronde alors que nous explorons des solutions offertes par les forêts pour lutter contre le changement climatique, les conflits et l'insécurité alimentaire. Merci et je vous repasse la parole. Merci pour votre intervention. Et je vais maintenant présenter les panélistes qui sont présents. Et il y a également des intervenants qui participent à cette session par visioconférence. À côté de Maria, il y a les sièges vides censés être occupés par Robert Nassi, directeur général du CIFOR. Ensuite, Chiam Satukuru, directrice exécutive de l'OIBIT, et Tony Simon, directeur exécutif de CIFOR, et John Parota, président de l'UFRO. À gauche, il y a Gertrude Kabonshimbi, directrice exécutive. C'est une ONG du Kenya. Ensuite, il y a Abdullah Al-Marouf, association représentant étudiante de Bangladesh et de l'Association internationale des étudiants. Je suis très honorée d'être avec vous et merci pour votre temps. Afin d'assurer la session de façon rapide, avant de regarder ensemble des vidéos, je voudrais vous poser ces questions concernant le changement climatique, les conflits et la sécurité alimentaire. Pourriez-vous répondre à ces questions? Parmi ces trois sujets, quel sujet est votre priorité? Bien sûr, vous pourriez aborder ces trois sujets, mais pourriez-vous choisir un seul? Pour moi, le monde sans pauvreté et sans famine, plus inclusive, un monde plus vert, c'est-à-dire la sécurité alimentaire est la priorité. Car la famine est liée à la sécurité alimentaire. Pour moi, je voudrais accorder de l'importance à la coopération internationale et également la sécurité alimentaire. Pour moi, la interdépendance des ressources forestières. Bien sûr, les forêts doivent être protégées à travers la coopération internationale. Pour ma part, je voudrais souligner sur les conflits. Quant à moi, la communauté avec les autochtones et la coopération avec les communautés locales. Je voudrais opter pour un point de vue neuf. Il y a 50 ans, je pense qu'il est important de préserver nos ressources forestières pour la génération future. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Chers collègues, c'est un privilège de rejoindre ce dialogue de partenariat de collaboration pendant le Congrès forestier mondial, alors que les pays du monde entier cherchent à se joindre à la grande transition à la suite du Covid-19. Il est essentiel de trouver de nouvelles façons de conserver et de restaurer les forêts. Le secteur des forêts et de l'utilisation des terres peut fournir jusqu'à un tiers des réductions d'émissions nécessaires pour atténuer les impacts les plus graves du changement climatique. Les forêts apportent une gamme d'avantages supplémentaires en matière de développement et de biodiversité, la diminution de l'érosion solaire, les risques d'inondation et la sécurisation des habitats fauniques, comme beaucoup d'entre vous le savent et l'ont montré pendant tant d'années. Comme réaffirmé dans la déclaration des dirigeants de Glasgow sur l'utilisation des forêts et des terres qui a été approuvée par plus de 140 pays et couvre environ 90% de la forêt mondiale, nous avons besoin d'une action rapide et d'un engagement politique renforcé pour mettre fin à la déforestation mondiale d'ici la fin de cette décennie. Pour ce faire, nous devons nous attaquer directement au moteur de la déforestation. Au programme de développement des Nations Unies, nous contribuons à des programmes et partenariats mondiaux tels que le partenariat de collaboration sur les forêts, la plateforme de la collaboration sur les forêts et le programme ONU RED. Aux côtés de nos partenaires, nous aidons les pays à trouver de nouvelles solutions et à intensifier leurs actions liées à la conservation et à la restauration. Par exemple, considérons l'Équateur où le PNUD soutient actuellement la mise en œuvre de Pro-Amazonia, le programme intégré du pays sur la conservation des forêts et la production durable. Il vise à démontrer le potentiel d'un modèle sans déforestation à lui-même et au monde. Cela comprend la fourniture d'un soutien personnalisé aux producteurs de cacao et de café, les aidant à devenir plus durables. Ce programme inédit est rendu possible grâce au soutien du Fonds vert pour le climat et du Fonds pour l'environnement mondial. Le PNUD aide également 120 pays à renforcer, à mettre en œuvre leur NDC par le biais de notre initiative de promesses climatiques qui reste la plus grande offre de ce type au monde. Des pays comme le Nigeria, le Honduras, le Cambodge utilisent leur indice pour faire avancer les efforts de déforestation audacieux, notamment par le biais de REDD+. En effet, 92% des NDC incluent désormais des références claires aux forêts et aux utilisations des terres, et 60% ont des objectifs quantifiables. Nous devons maintenant aider les pays à atteindre ces objectifs dans le contexte de leurs objectifs de développement plus large. Par exemple, regardez un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et le PNUD. Il soutiendra jusqu'à 800 pays à accroître l'ambition et accélérer la mise en œuvre de leurs objectifs en matière des terres forestières et de nature dans le cadre de l'accord de Paris. Et nous devons débloquer de nouvelles sources de financement. Dans le cadre de notre plan stratégique, le PNUD vise à contribuer à mobiliser plus de $1 billion d'investissement dans les ODD, y compris pour la protection et la restauration des forêts au cours des 4 prochaines années. Excellences, mesdames et messieurs, à ce point d'inflation mondiale, l'initiative comme le partenariat de collaboration sur les forêts est essentielle pour traduire l'ambition mondiale en des actions de base révolutionnaires menées par les communautés locales. Comme toujours, le PNUD et la famille des ONU s'engagent à travailler avec nos nombreux partenaires pour co-investir dans l'avenir de nos forêts. Cela améliorera la santé et le bien-être des habitants de la planète. Et peut-être plus important encore, cela libérera une force littérale de la nature dans nos efforts pour lutter contre le changement climatique. Enfin, permettez-moi de vous souhaiter une session des plus productives. Merci. C'était Monsieur Hakim Steiner. Merci, monsieur. Tout à l'heure, Madame Mariana Elena Semedo a parlé de la sécurité alimentaire qui est un enjeu très important. Comme vous le savez, nous avons des difficultés d'importation et d'exportation des céréales de l'Ukraine et certains pays souffrent de la sécheresse qui les empêche à exporter les céréales. Donc c'est un sujet qui tombe au point nommé et j'aimerais avoir votre avis sur le rôle joué par la forêt. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous regardez les chiffres, 2019, nous avons
800 millions de personnes. Et qui sont sous-alimentées, et le nombre peut augmenter en raison de la Covid-19 et également de la crise de l'Ukraine, du prix de l'énergie. Avec tous ces facteurs négatifs, ce chiffre ne cessera d'augmenter. Et c'est une conséquence de nos actions. Et nous savons également que la pauvreté est un des résultats de la déforestation, parce que les forêts contribuent aux moyens de subsistance des peuples. Donc si nous avons beaucoup plus de personnes alimentées, nous allons également accélérer la déforestation. Donc la protection des forêts est importante pour la sécurité alimentaire. Nous avons des services fournis par les services, comme Hakim l'a mentionné. Les forêts nous donnent de l'eau. Et si on a moins de déforestation, nous allons avoir plus d'agriculture durable et vice-versa. C'est une autre contribution que le forêt peut apporter. Nous avons également... Donc, comment est-ce que la forêt contribue à la sécurité alimentaire? Nous avons parlé du rôle des peuples indigènes. Leurs droits de propriété doivent être respectés pour qu'ils puissent pour encourager et renforcer la protection et arrêter la déforestation. Et la déforestation et la distribution verticale des produits forestiers va aider également à stopper la déforestation. Et il faut également préserver la biodiversité. Notre espèce est en train de disparaître à travers la biodiversité qui est menacée. Donc si on assure la biodiversité, nous allons avoir plus de diversité dans les aliments. Donc il y a des espèces que nous n'utilisons pas mais qui existent et ils pourront être utilisés par d'autres peuples. Les forêts sont polyvalents, ils contribuent à la sécurité et également à réduire la pauvreté. Et si vous avez moins de pauvreté, vous allez réduire aussi la déforestation. Merci. C'est un concept assez convaincant, assez parlant. Et quand on parle des crises, de la sécheresse, de l'insécurité alimentaire, le problème dans les chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement, est-ce que c'est réaliste de voir les solutions comme des solutions ou est-ce que les forêts seront juste détruites par tous ces problèmes? Quel est le mécanisme clé qui permet aux forêts de jouer ce rôle positif? Est-ce que vous avez besoin des gouvernements efficaces ou est-ce que vous avez besoin des gouvernements locaux efficaces? Nous avons besoin effectivement de gouvernance. La forêt a besoin de gouvernance auxquelles participent les communautés locales. Nous avons besoin des polices, nous avons besoin de l'argent et nous avons besoin des données. Les données sont importantes pour surveiller et pour avoir une idée sur ce qui se passe. C'est pour ça que nous avons lancé le FRA qui nous donne les informations. Donc peut-être la déforestation est en baisse, mais nous avons tout de même continuer des efforts et je ne peux pas dire un seul élément parce que nous avons besoin d'un paquet. Je voulais connecter la concept avec la réalité.
Actuellement, la chaîne d'alimentation est devenue très instable. C'est pour ça que nous parlons de la crise alimentaire. Il y a beaucoup de perturbations à l'échelle mondiale. Et les conséquences de la pandémie de Covid-19. Durant ces 2 dernières années, au début de la pandémie, les forêts n'ont pas été durement touchées. C'est par rapport à ce que j'ai observé ces dernières années. Je pense que les marchés sont devenus fragmentés car dans certains pays, les chaînes d'approvisionnement n'ont pas été durement touchées. Et lorsqu'on parle de la chaîne d'approvisionnement des bois, on assiste à la fragmentation et depuis le confinement, les déplacements sont devenus difficiles, les flux ont été empêchés. C'est pour ça, au sein de l'OIBT, c'est-à-dire l'Organisation internationale pour les bois tropicaux, beaucoup de projets ont été stoppés face au confinement. Dans certains pays, ce problème ne concerne pas seulement les pays tropiques, c'est-à-dire aux États-Unis, en Chine, les conteneurs stockés au port ont augmenté car les transports des porte-conteneurs étaient absents et les conteneurs ne pouvaient pas partir pour leur destination. C'est ce qu'on a constaté par exemple à Shanghai. Et selon les informations mises à jour, vous pouvez les consulter en ligne. Et la Chine fait face à cette crise de distribution et de transport, car des conteneurs, des porte-conteneurs optent pour des voies maritimes qui ne sont pas des voies maritimes de Shanghai. Afin de débloquer cette situation, des pays comme les États-Unis optent pour des voies alternatives. En plus, il y a des problèmes liés au chômage car les gens qui travaillaient dans des usines, dans des scieries ont perdu leurs emplois. Il y avait de la dégradation de la qualité du travail, passant de CDI à CDD. Ce problème concerne les pays produisant des bois tropicaux. Nous assistons à cette crise. De plus, il y a toujours des variants du Covid-19. L'humain doit s'y adapter face à ce problème qui se répète. Dans ce cas, afin d'atteindre les objectifs pour le développement durable, nous aurions beaucoup de difficultés. En matière de forêt, il y a 15 organisations qui travaillent ensemble. Donc, le financement durable est absolument nécessaire et également les données sont indispensables, comme Madame Elena a souligné. Dans d'autres sessions, la forêt, l'agriculture et les autres terres ne doivent pas s'opposer. Ils doivent opter pour la coopération et l'agriculture doit devenir plus intelligente et la foresterie intelligente est importante. Et pour y parvenir, les ressources forestières doivent gérer de façon durable, tout en assurant les sources de revenus dans les pays concernés. Dans ce cas, ces forêts seront préservées. Les forêts ne seront pas dégradées car elles constituent des sources de revenus. C'est pourquoi le modèle d'exploitation efficace et durable doit être développé. Ces 50 dernières années, nous assistons à une grande dégradation des forêts. Pourquoi? La réponse est claire. Car l'exploitation des sols était beaucoup plus rentable.
C'est pourquoi il faudra valoriser les sources forestières. Et les pays membres de l'OIBT représentent 80% des surfaces forestières. Et ils représentent également 90% des commerces liés au bois. D'où l'importance de produire et de gérer les ressources forestières. Nous devrions partager nos connaissances, nos expertises afin de permettre à chacun de comprendre la situation et partager le même constat. Les pays développés comme la Corée du Sud ont réussi à reforester. La Corée a montré l'exemple de reboisement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et mon pays a également reconnu l'importance des forêts qui constituent un habitat et un logement et un abri où les gens, les réfugiés, ont été protégés. C'était pour montrer les différentes fonctions des forêts. Virtual. Merci. Donc nous avons des participants et également des intervenants qui nous rejoignent sur ligne. Donc je vais passer la parole à Madame Spinoza, secrétaire exécutive de CCNUCC. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui depuis l'Allemagne où le printemps est en pleine floraison. Se promener dans l'une des nombreuses belles forêts ici révèle une multitude de couleurs et de sons montrant l'abondance de la vie à l'intérieur et nous rappelant notre lien profond avec la nature. Cette connexion est parfois facile à oublier, d'autant plus qu'un monde est en proie à de multiples défis et que la solitude paisible est rare. Les forêts offrent bien sûr plus qu'un sanctuaire. Elles soutiennent des milliards de vies, notre espèce, mais l'une des nombreuses. Elles constituent une partie fondamentale de notre biodiversité. Elles fixent le carbone et elles sont avant tout une caractéristique unique de cette planète unique sur laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes ici au milieu de nos grands défis pour discuter de l'état des forêts du monde. Le changement climatique est, en raison de son lien complexe avec les forêts, un élément essentiel de cette conversation. Le 6e rapport d'évaluation du GIEC montre clairement que le changement climatique s'accélère et a déjà un impact sur les écosystèmes et les moyens de subsistance dans le monde entier. Cette perte de dégradation des écosystèmes, y compris les forêts, a un impact sur les personnes et la nature de multiples façons au-delà de la perte immédiate d'habitat, des sources de nourriture, d'abris, de ressources, etc. Elle croît également la vulnérabilité des personnes au changement climatique, en particulier les peuples autochtones et les communautés locales. À plus grande échelle, les nombreux défis associés au changement climatique en cours ont déjà un impact sérieux sur la disponibilité et la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions. Cela a un effet d'entraînement qui s'étend au commerce mondial des produits agroalimentaires. En bref, ces problèmes liés touchent tout le monde dans toutes les régions du monde. La déforestation rampante s'ajoute également aux émissions causant le changement climatique, affectant le climat local et réduisant la résilience des moyens de subsistance, tout en ayant des impacts divers sur la biodiversité. C'est un cercle destructeur néfaste et tous les gouvernements, tous les secteurs et toutes les personnes doivent faire plus pour y remédier de toute urgence. Il faut arrêter de chercher des solutions miracles. Ce que nous devons faire est difficile mais clair. Nous devons opérer une transformation profonde et durable dans tous les secteurs de l'économie,
Il faut spécifiquement changer la façon dont nous produisons et consommons l'énergie. Et nous devons arrêter et vérifier les émissions dès que possible. En écosystème robuste, des forêts prospères, des personnes en bonne santé et des économies prospères sont incompatibles avec un changement climatique galopant. Suggérer le contraire est une incompréhension fondamentale de la science et c'est dangereux pour l'avenir de l'humanité sur cette planète. Nous devons également nous concentrer sur les opportunités associées à la lutte contre le changement climatique et la déforestation. Par exemple, si nous nous attaquons à la déforestation tout en construisant des systèmes agricoles plus durables et résilients, nous pouvons réduire la déforestation tout en préservant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais regardons au-delà pour avoir une vue d'ensemble. Ce moment de transformation dans le temps est notre plus grande opportunité de respecter notre accord de Paris et d'atteindre notre objectif de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré d'ici la fin du siècle et d'œuvrer pour le monde plus propre, plus vert, plus sûr, plus sain et plus pacifique que nous voulons tous. Cette option va rapidement disparaître si nous suivons notre trajectoire actuelle. La bonne nouvelle est que des travaux sont déjà en cours pour y parvenir. Nous l'avons vu à Glasgow lors de la COP26 où 141 pays ont approuvé la déclaration des dirigeants de Glasgow sur l'utilisation des forêts et des terres. Et nous le voyons dans les 54 pays qui ont pris des mesures claires pour mettre en œuvre la REDD+. Bien sûr, les pays doivent faire plus dans de nombreux domaines, mais la finance est particulièrement importante. À savoir, un soutien durable et une coopération internationale pour mettre en œuvre le cadre REDD+, sont nécessaires et urgentes. Pourquoi ? Parce que la mise en œuvre de la REDD+, est essentielle pour maintenir la cape des 1,5 degrés. Je tiens à remercier le partenariat de collaboration sur les forêts et la FAO pour l'excellent travail de renforcement de la coopération en vue d'inverser le cours de la déforestation. Vous avez joué un rôle déterminant dans la stimulation de l'élan politique et la facilitation de la mise en œuvre de la REDD+. Je tiens à vous assurer que le CCNECC reste déterminé à poursuivre et à intensifier ce travail. Mesdames et messieurs, nous avons encore du chemin à parcourir pour faire face au cycle destructeur de la déforestation et du changement climatique et à tous les défis qui y sont associés. Nous devons continuer d'exhorter les nations à prendre les mesures nécessaires et à renforcer l'action dans ces domaines. Je vous souhaite à tous un congrès excellent et productif et continuons ensemble à renforcer notre forêt, à stimuler l'action contre le changement climatique et à construire une planète plus durable et résiliente pour cette génération et les générations à venir. Merci beaucoup. Merci pour vos messages importants concernant le changement climatique et la sécurité alimentaire et les conflits. Il y a beaucoup de réfugiés à cause de ces trois problèmes. Face au changement climatique, il y a beaucoup de réfugiés climatiques. Lorsqu'on regarde la situation en 2020, plus de 80 millions de réfugiés ont dû se déplacer. Dans cette situation, quel rôle pourra jouer les forêts? Quels seront les impacts positifs des forêts sur ces réfugiés? Merci pour cette question et merci pour l'intervention à distance. Nous utilisons beaucoup d'acronymes. Que représente le PCF? Les forêts n'ont pas occupé la place due
En 1992, beaucoup de conventions pour la protection de la biodiversité et la lutte contre la désertification ont été adoptées. À ce moment-là, on a attendu des rôles importants des forêts, mais en 2000, la FAO a donné la place importante aux forêts. Grâce à cette attribution, nous avons pu créer le partenariat de collaboration sur les forêts. Je pense que ce partenariat joue un rôle de protecteur pour les pays qui possèdent des forêts. Malheureusement, les pays n'ont pas fait entendre leur voix, alors que le couvert forestier représente plus de 80%, tandis que d'autres pays représentent une très faible part de couvert forestier. C'est pourquoi il est important de trouver un terrain d'entente, parce que les forêts peuvent constituer des biens publics, non seulement pour les pays concernés, mais aussi pour le monde entier. Bien sûr, la situation et l'opinion varient selon les pays. Le Gabon peut présenter un point de vue différent. C'est vrai, il y a plus de 80 millions de réfugiés. Ce nombre va augmenter. Et quand on voit la définition de réfugiés, on ne voit pas le lien direct avec le climat, car les réfugiés sont obligés de quitter leur pays en raison des convictions religieuses, alors que l'enjeu lié aux forêts n'est pas traité avec autant d'importance. 2,2 milliards de personnes seront obligées de se déplacer à cause du changement climatique d'ici 2050. Dans ce contexte, les forêts pourront offrir des abris aux réfugiés qui se déplacent contre leur gré, et le nombre de réfugiés va atteindre 1,3 milliard. Aux États-Unis, le gouvernement américain s'inquiète de l'immigration illégale non déclarée, mais ce problème est relativement moins grave par rapport aux réfugiés climatiques, car le changement climatique affecte non seulement la planète, mais aussi la biodiversité. Plus de 92% des espèces fauniques habitent dans les forêts. Et actuellement, plus de 600 000 personnes ont demandé un statut de réfugié. Donc, vu l'augmentation du nombre de réfugiés climatiques, les causes forestières doivent être traitées. Dans ce contexte, le rôle des jeunes est crucial. Il faudra améliorer l'accessibilité aux forêts. La plupart des forêts sont détenues par les États, qui doivent opter pour une gestion sur le long terme pour gérer les forêts de façon durable. Désolé pour ce temps. Maintenant, je vais demander à John, concernant les forêts, concernant les ressources forestières, quel rôle peut jouer les ressources forestières par rapport à la situation conflictuelle? Je pense que la science nous aide à éclairer nos idées, nos perspectives, en renforçant notre compréhension de dynamique des forêts. Et ce sont des systèmes assez compliqués. Il y a beaucoup d'opportunités, de conflits en fait dans ces situations. Les recherches nous ont montré pendant les 20 dernières années ou les 30 dernières années
de Sifor et de Accra, ils ont montré que les principaux conflits liés aux forêts et liés à la propriété et le droit d'utilisation des terres et ce sont des sujets qui sont omniprésents dans tous les secteurs, pas seulement dans les secteurs forestiers. Donc il y a des conflits au sein des communautés locales, mais entre aussi des communautés locales et des organisations externes qui ont des intérêts dans le secteur minier et qui veulent exploiter les forêts de façon illégale. Donc il peut y avoir des conflits à l'intérieur des forêts. Et il y a aussi le problème de superposition des compétences juridiques. Donc les communautés peuvent avoir des droits sur les forêts, mais l'industrie minière va s'occuper de ce qui se passe sous la terre, dans la terre. Donc la complexité et donc tous ces éléments compliqués peuvent entraîner des corruptions et beaucoup de pays ont des politiques merveilleuses et ils ont signé des accords, ils ont des papiers, ils ont des projets merveilleux dans le cadre des cadres de réglementation. Mais après, les corruptions peuvent ruiner tous ces bons plans et des stratégies. Donc je ne sais pas par où je vais terminer, mais j'ai juste mentionné les facteurs. Donc maintenant, nous regardons le changement climatique, les conflits plus ou moins grands et l'impact sur la sécurité alimentaire. Mais nous nous intéressons plutôt aux forêts, aux conflits qui se passent dans les forêts et quelles sont les projections à l'avenir. Je n'ai pas de données et je n'ai pas d'expérience pour répondre à ces questions, mais forêts, ils ont vu comme un espace vide et ils sont plus souvent cibles d'exploitation. Merci beaucoup pour votre réponse. Je voudrais maintenant écouter l'opinion de Gertrude, proche du terrain, surtout sur ces problèmes, particulièrement la sécurité alimentaire. Il y a des habitants qui dépendent des ressources forestières pour faire face à la crise alimentaire. Merci pour votre présentation. Et les autochtones et les habitants qui dépendent des forêts ont leur position que je vais vous présenter. Ces personnes qui dépendent des ressources forestières ont un lien affectif avec leur forêt. Lors de l'utilisation des bois qui sont une matière de textile, depuis que les autorités publiques ont possédé les forêts, ces habitants étaient obligés de quitter leur habitat sans solution alternative. Donc ces personnes ont perdu leur lieu de vie. Ils étaient presque expulsés. Et depuis, la dégradation des forêts s'est accélérée. Ces personnes ont joué un rôle de gardien. Lorsque ces personnes habitaient dans les forêts, l'agriculture durable a été maintenue. Mais depuis que les États ont possédé les forêts, qui ont cédé
les forêts aux entreprises privées, il y avait une exploitation abusive a entraîné d'importantes dégradations des forêts, alors que les autochtones ont perdu leurs moyens de subsistance. C'est pourquoi il faudra créer un dialogue en les invitant au dialogue, car ces personnes ont leurs droits, même si ces personnes ont été expulsées. Avant, ils possédaient les forêts. Nous espérons que ces personnes expulsées retrouvent leur lieu de vie et participent en tant que membres à part entière à la gouvernance forestière. Et j'espère qu'on va tenir compte de leur position. Merci beaucoup pour votre commentaire. Monsieur Abdullah, vous venez de Bangladesh. Donc Bangladesh est un pays qui s'affronte à tous les défis que nous avons parlé, le conflit, l'immigration forcée, la sécurité alimentaire. Donc malheureusement. Est-ce que vous pourriez parler des forêts bangladais et est-ce que vous pourriez aussi parler de vos activités en tant que représentant de l'Association internationale des étudiants? Donc permettez-moi de faire quelques remarques. Vous avez parlé du conflit. Vous avez parlé de 20 pays en conflit. Donc 14 pays connaissent des conflits liés aux forêts. Nous essayons de faire des efforts sur le changement climatique, mais le changement climatique entraîne forcément des impacts socio-économiques et donc on essaye de travailler avec des communautés locales et des communautés des immigrés, donc tous ceux qui sont dans une situation précaire. Et nous essayons d'aborder les impacts négatifs de la déforestation sur la stabilité de ces gens vulnérables. Et non seulement au Bangladesh, mais il y a des pays en dehors de Bangladesh qui ne s'intéressent pas forcément au changement climatique. Ce n'est pas qu'ils ignorent le problème, mais il y a des gens qui doivent déjà essayer de rejoindre les Doubous et ils n'ont pas de temps à s'inquiéter du changement climatique. Ce sont notamment des réfugiés. Il n'y a pas d'espace pour eux de discuter de ces problèmes. Et quand on parle des jeunesses et des jeunes, donc on essaye de représenter ces pays qui sont défavorisés, qui sont isolés, notamment les réfugiés. Donc on essaye de les mobiliser pour renforcer leurs capacités et de mobiliser et de encourager les changements climatiques. Les jeunes doivent mener des changements et trouver des solutions sociales. Et cela comprend la réponse au changement climatique. Mais malheureusement, personne dans le membre de panel n'a abordé les questions de collaboration avec les jeunes. Et pour moi, la collaboration, la coopération avec les jeunes est essentielle et est indispensable. Donc, si on ne travaille pas avec les jeunes ne vont pas vous soutenir puisque les jeunes n'ont pas de peur. Nous allons continuer à parler pour ces gens qui sont délaissés et nous allons continuer à remarquer le fait que les dirigeants mondiaux ne prennent aucune responsabilité face à cette réalité. Donc il faudrait écouter plus les jeunes. Merci pour votre intervention et votre message. Et merci d'être venu jusqu'à ici, malgré votre emploi du temps très chargé. Nous parlons de la crise alimentaire et des conflits et des rôles des forêts. Je suis curieux de savoir quelle contribution
peuvent apporter par les forêts dans des zones en conflit pour restaurer les écosystèmes, surtout dans les zones détruites face à la déforestation massive après les conflits. Quels seront les scénarios après les conflits? Tout d'abord, je voudrais parler de la situation réelle. Ce qui me revient à l'esprit en premier, c'est l'Ouganda, le Rwanda et le Congo. Dans ces pays, surtout dans les zones transfrontalières, il y a des forêts. Et près du Congo, il y a la forêt d'Ibonga. Lorsqu'on regarde la situation là-bas, l'habitat de gorilles a été détruit. Ces trois pays ont travaillé ensemble pour préserver cette espèce, alors que ces zones ont connu beaucoup de conflits. Malgré les difficultés, ces trois pays ont collaboré pour préserver cette espèce. Je pense que cet exemple montre une voie à suivre. En valorisant les ressources naturelles, nous pourrions opter pour un scénario positif qui favorise toutes les personnes concernées. Ensuite, je voudrais souligner sur les aspects positifs et les avantages des écosystèmes forestiers qui peuvent jouer un rôle positif dans la résolution des conflits. Grâce au soutien des Nations Unies, la République du Congo et la région Kiskingi ont pu bénéficier des soutiens pour les 15 années à venir après les conflits. Donc, selon l'approche qu'on choisit, on peut valoriser les ressources forestières à des fins différentes. Par exemple, pour un objectif pacifique ou pour d'autres objectifs. C'est aux habitants locaux de choisir. Donc, vous avez parlé de Borunga, de la forêt Borunga. À l'est du Congo, au début des années 2000, il y avait une guerre importante. À cette époque, j'ai effectué plusieurs visites et discuté avec des représentants des ONG qui ont joué le rôle important dans la résolution des forêts. Ils ont joué un rôle plus actif qu'un simple fonctionnaire, même s'il n'y avait pas de gouvernance. Je voulais partager cette anecdote avec vous. Ensuite, nous allons regarder ensemble. Nous allons écouter d'autres intervenants du PCF. Nous allons voir les vidéos de Suzanne Gardner et Juliette Biaco et Carlos. Regardons le message de Suzanne Gardner de PNUD. Chers partenaires, chers collègues, chers amis, nous savons tous qu'il est impossible de respecter l'accord de Paris sans valoriser tout le potentiel des forêts. Et nous pouvons nous réjouir du fait que la déforestation a ralenti au cours de la dernière décennie. Grâce aux efforts des peuples autochtones et des communautés locales et des pays et des membres du partenariat de collaboration sur les forêts. Cependant, une catastrophe de 10 millions d'hectares est toujours estimée par an. Et cela doit changer. Et nous avons vu une grande traction à la COP26 avec la déclaration de Glasgow sur l'utilisation des forêts. Et nous soutenons bien sur la déclaration et en même temps, nous sommes conscients que ce sont certains objectifs qui ont été déjà identifiés comme cible 15.2 des ODD d'ici 2020.
Donc en 2022, nous devons voir ces engagements se traduire par des actions crédibles et un changement de fond. Nous devons nous y mettre maintenant pour éviter un changement climatique galopant et limiter les pires effets pour les personnes et les catastrophes qui sont déjà renforcées par la guerre et la pandémie. Nous avons besoin de nouvelles approches pour accroître les impacts. Ensuite, nous pouvons tirer des leçons que nous avons déjà tirées d'autres secteurs. Par exemple, les effets que les prix et la demande prévisible ont eu sur la décarbonisation dans le secteur de l'énergie. Et nous devrions nous concentrer sur le prix juste du carbone forestier qui reflète le coût de la conservation et de la restauration couplée à la demande prévisible de réduction forcée de l'émission. Et à cette fin, nous soutenons le travail du Conseil d'intégrité pour le travail volontaire sur le carbone et les fonds pour les paiements basés sur les résultats doivent être disponibles en quantité suffisante. Il est de plus en plus reconnu à l'échelle mondiale que les forêts et d'autres écosystèmes sains sont essentiels pour protéger la planète et renforcer la résilience, car ils offrent une solution à la transformation nécessaire pour parvenir à un développement durable. Se remettre complètement de la pandémie et faire face à la crise climatique alimentaire et naturelle. Nous devons inverser la tendance actuelle de la déforestation en plaçant les communautés au centre de nos efforts pour récupérer mieux et plus vert. Afin d'y parvenir, les gouvernements il est essentiel que les Nations Unies et les grands groupes et d'autres partenaires prennent une série d'actions intégrant la solution basée sur la forêt dans les réponses immédiates et à long terme et utilisent cette opportunité pour accélérer l'action, réaliser notre vision, essayer dans l'agenda 2030 et le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts. Faire face à la plus grande crise à laquelle nous sommes confrontés offre également une opportunité de développer et d'investir dans les forêts, nous aidant ainsi à accélérer les progrès et la transformation vers nos objectifs et nos engagements mondiaux communs. J'espère voir beaucoup d'entre vous lors du PNU et discuter du sujet qui va nous permettre de nous unir nos forces et maximiser les synergies face aux défis communs. Pendant de nombreuses décennies, la destruction de la nature et la perte des forêts ont été l'une des principales causes de la perte de biodiversité et a contribué de manière significative au changement climatique et à la dégradation du sol, à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté, touchant en particulier les personnes les plus vulnérables vivant dans et dépendant de la forêt et de l'écosystème naturel. En tenant compte de la valeur réelle et globale des forêts et en mettant en œuvre des réformes politiques adéquates, nous pouvons repenser les marchés et les institutions et faire face aux défaillances institutionnelles qui ont conduit à la déforestation et à la dégradation forestière. L'approche doit être intégrée et inclusive pour réaliser la transformation de nos systèmes économiques. Le Fonds pour l'environnement mondial soutient la gestion durable des forêts depuis sa création il y a plus de 30 ans, en accordant des subventions pour mettre en œuvre des projets sur le terrain dans tous les pays en développement. Au cours des 4 dernières années, le FEM a investi près de 1,2 milliard dans les projets connexes. Fort de cette longue expérience et grâce à une promesse de dons record de plus de 5 milliards pour le prochain cycle de financement, le FEM renforcera son soutien aux forêts, notamment à travers différents programmes intégrés axés sur l'Amazonie, la forêt du bassin du Congo et les biomes critiques forestiers, les systèmes alimentaires, la restauration des écosystèmes et l'accélérateur positif net zéro nature. Merci pour toutes ces vidéos. Alors, je vais passer la parole à Maria Elena. Je vais vous parler de la gouvernance, plutôt l'affaiblissement de gouvernance. Alors,
Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour restaurer l'écosystème qui est détruit dans les régions où il n'y a pas de gouvernance à cause des conflits? Que peut-on faire pour restaurer? Ou existe-t-il des solutions ou est-ce que la vision est noire? Dans les régions en conflit, effectivement, la gouvernance est affaiblie et l'ONU ne remplace pas le gouvernement, il ne substitue pas l'État, mais il apporte des aides. Mais l'ONU peut agir pour que les réfugiés puissent regagner leur territoire afin qu'ils puissent réinstaller dans un environnement paisible et construire une société paisible. Cela a été déjà mentionné par un autre membre de panel. Donc si on arrive à bien rétablir, restaurer, on peut créer des emplois, on peut retrouver la santé de l'environnement et restaurer la forêt, et on peut également investir et avoir un retour d'investissement assez important. Donc on peut créer de la richesse, on peut créer une société pacifique et créer un environnement où ces réfugiés peuvent réinstaller dans son environnement et ensuite renforcer et retrouver la gouvernance. Je vais passer la parole ensuite à Monsieur Sem Sakoutrou, directeur exécutif de OIBT. Donc, en ce qui concerne le développement économique, est-ce que c'est possible de redynamiser l'industrie de bois à distance? Est-ce qu'il y a une possibilité de développement durable? C'est une question très difficile. C'est très difficile à répondre à votre question, mais je vais être honnête. Dans le cadre de l'industrie de bois, les activités sont très organisées dans différents pays. Il y a des cadres qui sont déjà mis en œuvre. Donc certains disent qu'il n'y a pas de gouvernance. Mais concernant les industries de bois, il y a des institutions et des cadres qui sont déjà en place. Même dans les pays en voie de développement. Donc dans tous les pays tropicaux, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de gouvernance. En fait, je parlais plutôt des conflits. Donc je pensais notamment aux Malaisie et aux Indonésies. Et je ne parlais pas des cas spécifiques de l'Indonésie ou de la Malaisie. Donc notre organisation compte 35 pays membres, donc je vais essayer de les représenter tous. Mais personnellement, je pense que l'industrie ne peut pas faire grand-chose. C'est le gouvernement qui doit intervenir pour bâtir une gouvernance. Parce que s'il n'y a pas de gouvernance, les industriels, les secteurs civils vont interpréter les textes juridiques à leur propre goût. Donc différentes industries ont différentes manières de travailler, mais tout cela doit être géré par le gouvernement en collaboration notamment avec la communauté locale. Et les industries de bois ont différents aspects, différentes facettes dans différents pays. Donc dans certains pays, il y a beaucoup de réserves naturelles, donc le gouvernement est bien mis en œuvre. Mais il y a des forêts productrices de bois, donc le régime de gouvernance est plus compliqué. Donc il faut envisager les forêts de façon durable. Et un des éléments importants est le financement. Et sur ce, je vais terminer mon intervention. Je voudrais également poser une autre question concernant la nécessité d'avoir une gouvernance. Bien sûr, lorsqu'on pense d'une gouvernance, il y a des cas assez décevants. Malgré cela, l'absence de gouvernance, dans l'absence de gouvernance,
Quel rôle peut jouer l'agroforesterie au lieu d'avoir des conséquences négatives sur les forêts? Comment peut-on réaliser une agriculture durable à travers l'agroforesterie? Je vais vous donner quelques exemples concrets. C'est le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Actuellement, il y a 2200 personnes qui habitent dans 360 000 hectares. Il y a 51 tribus. Des projets pèsent pour une valeur de 26 millions d'euros pour cultiver des arbres, des arbustus et produire des produits agricoles comme l'huile végétale, les gingembre et des épices, etc. Comme beaucoup de différentes tribus composent la population locale, il y a des intérêts qui varient. Et dans ce contexte, comment on peut préserver la nature et gérer les données? Les habitants ont dressé un tableau pour gérer ensemble les données et respecter les règles locales. Ils respectent car ils savent très bien quelles sont les pénalités et les sanctions qu'ils devaient assurer. Ensuite, nous allons passer à notre dernière vidéo. President for Sustainable Development at the bank. Donc, nous allons regarder ensemble la vidéo de Jürgen, vice-président pour le développement durable de la Banque mondiale, et Yvonne, secrétaire générale de la CITES, et Elisabeth, de secrétaire exécutif de la CPD. Merci, je suis très heureux de rejoindre le dialogue dans le cadre du Congrès forestier mondial qui se tient à Séoul en Corée. Comment la forêt offre la solution aux différentes crises mondiales auxquelles nous sommes actuellement confrontés? Nous avons la Banque mondiale où je travaille qui coopère avec des pays pour mettre en œuvre des programmes paysagers intégrés qui évaluent et améliorent les systèmes alimentaires tout en offrant les avantages écosystémiques tels que la séquestration du carbone, la conservation de la biodiversité. Ces efforts visent à rassembler les acteurs de tous les secteurs économiques et à améliorer les résultats en promouvant la conservation et la restauration des forêts, en réorientant les politiques alimentaires agricoles très importantes et en adoptant des pratiques agricoles durables que nous développons et qui ont en même temps des impacts environnementaux. Ils se traduisent par une augmentation de la productivité et des avancées basées sur la nature et d'autres avantages. Donc, c'est même à l'échelle locale et à l'échelle nationale, nous construisons leurs économies après le Covid-19. Maintenant, juste un exemple, en Éthiopie, nous soutenons le gouvernement dans le programme de gestion durable des terres qui ont mis 900 000 hectares de terres sous gestion durable. Ce programme a contribué à un meilleur accès à l'eau, à une réduction de l'érosion des sols, à des rendements plus élevés, à des sources de revenus diversifiées, à une amélioration de la sécurité alimentaire, et a donné lieu à des moyens de subsistance plus résilients. Dans le passé, CITES a accordé une grande attention aux peuples autochtones, aux communautés locales. Il est important de responsabiliser ces communautés et écouter leur voix. Alors, nous faisons face à la perte de la biodiversité, au changement climatique. CITES reconnaissent que la mise en œuvre des projets est mieux assurée avec l'engagement des communautés mondiales et qu'une telle démarche peut améliorer les moyens de subsistance, assurant la conservation et la réduction des espèces à long terme et des commerces illégaux. La CITES est un engagement sur le terrain.
Ce sont les moyens de subsistance qui encouragent les partis à impliquer les communautés rurales au niveau local, national et international et à inclure également les peuples autochtones et les représentants des communautés locales dans leurs délégations. C'est l'enjeu de cette réunion. Avec de nouvelles directives sur la consultation de ces communautés et de nouvelles listes et la publication des meilleures pratiques, des leçons apprises dans l'engagement de la communauté rurale sont proposées. Le secrétariat de la CITES a également développé une boîte à outils et un manuel pour les scientifiques et les moyens de subsistance qui permettent une évaluation rapide de l'impact des listes sur les moyens de subsistance des communautés locales. L'approche écosystème de la conservation des espèces et d'autres solutions basées sur la nature bénéficient de la diversité et améliorent leurs services écosystémiques sans impact négatif sur la productivité. Les approches agricoles telles que la conservation, l'agriculture, l'agroforesterie et la diversification des cultures favorisent l'utilisation et la gestion durable des sols et des systèmes agricoles et alimentaires, tout en trouvant l'équilibre entre production et protection. La planification des échanges doit se baser sur la pleine reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés locales qui sont les gardiens de la forêt. Les forêts et les arbres peuvent garantir la diversité génétique et une alimentation saine. Le système alimentaire devrait accorder une plus grande importance à la qualité et à la diversité des espèces et ne pas se concentrer uniquement sur l'augmentation de la productivité. Et face aux impacts du changement climatique, ces options deviennent de moins en moins visibles ou efficaces alors que les températures moyennes mondiales continuent d'augmenter. Investir simultanément dans la restauration des écosystèmes, la réhabilitation de l'agriculture dégradée, les pâturages et les moyens d'améliorer durablement la productivité agricole peut contribuer à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, tout en renforçant en même temps la sécurité alimentaire. Merci pour vos interventions. Nous avons moins de 10 minutes devant nous. Alors, c'était une discussion de panel assez compliquée parce que nous avons des participants sur le site et nous avons des interventions sur ligne. Et la portée de notre thème est très large et très compliquée parce qu'on parlait de conflits, du changement climatique, à la sécurité alimentaire. Donc, ce sont tous des menaces. Donc, essayons d'être un petit peu plus concrets. Je vais donner la parole à Monsieur Robert. Et je vais respecter le délai de 1 ou 2 minutes. D'après vous, entre plusieurs risques liés au changement climatique, au conflit et à la sécurité alimentaire, quel est le plus grand risque qui menace notre vie et quels sont les domaines dans lesquels vous avez de l'espoir? Alors, le plus grand risque et le plus grand espoir. Pour moi, la très grande occupation est le basculement, dépassement de point de basculement en Amazone. Dans les 20 prochaines années, si l'Amazone devient une zone savane, ça va nous présenter des grandes difficultés. Le point sur lequel je suis plutôt optimiste, c'est qu'il y a des points de basculement sociaux. Si on arrive à déclencher un basculement, on pourrait arrêter et ralentir la destruction de forêts. Je passe la parole à Madame Mariana Elena. Ce que je voulais vous dire, c'est on ne peut pas séparer des risques. Et ces risques sont très importants et il y a des risques qu'on ne peut pas prévenir, on ne peut pas bloquer. Par exemple, on ne peut pas arrêter la guerre en Ukraine, ce qui est très malheureux. Mais en quelque sorte,
les forêts peuvent devenir une solution en matière du conflit et la sécurité alimentaire. Et je garde toujours l'espoir parce que je vois l'espoir avec les discussions des membres, des panélistes, puisque nous voyons qu'il y a des efforts qui sont fournis ensemble et on essaye toujours de trouver une solution. Et il faut trouver des réponses et faire impliquer les femmes, les jeunes et les communautés locales. Merci pour votre réponse. Merci, monsieur modérateur. Pour moi, les forêts tropicaux est un sujet qui est ignoré par le peuple, mais en quelque sorte, c'est un sujet qui est surreprésenté. Donc, il y a de nombreux sujets, de nombreux risques. Comme il a été dit, l'Amazone, pour moi, est le plus grand risque, mais il faut envisager le changement climatique avec les forêts. Donc, on parle des changements climatiques, mais on ne parle pas de forêts. Il faut trouver des solutions basées sur la nature, et il faut trouver des moyens pour consommer et de produire de façon durable. Donc il ne s'agit pas de destruction de la nature, mais de la sécurisation des bois avec des méthodes durables et respectueuses. On n'aura jamais assez de bois et les gens vont continuer à consommer du bois. Donc si la consommation doit continuer, il faut qu'il y ait de la production et il faut respecter cela. Donc mais à mon avis, on n'en parle pas assez de ces mécanismes. Donc il faudrait qu'on parle davantage de ces problèmes et il faudra peut-être établir un système de certification. Et pour finir, je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes entre le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Si la situation ne change pas assez rapidement, cela peut entraîner une guerre de longue durée comme la guerre en Syrie. Il y aura d'autres conflits régionaux et cela détruira les ressources naturelles. En effet, les ressources naturelles en Ukraine sont déjà détruites. Et c'est pour cela que nous avons interdit l'exportation des bois, de gaz ou de pétrole de la Russie. Donc il faudrait que les pays trouvent et s'adaptent à cette nouveauté parce qu'il y a beaucoup de sanctions économiques à l'encontre de la Russie, ce qui sont nécessaires d'ailleurs. Parce qu'il faut punir ces responsables russes, mais il faudrait trouver des solutions alternatives et des moyens pour avoir accès aux ressources que nous avons besoin. Mais en cas de crise, on a du mal à réagir plus rapidement. Alors, quelle est votre plus grande inquiétude et quel est votre plus grand espoir? On ne parle pas assez des richesses et les services qui sont fournis par le forêt. On le considère comme un puits de réservoir, un réservoir de carbone. Mais on dit que les forêts ont une valeur de 5 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais c'est un chiffre assez impressionnant et c'est le secteur qui était ignoré jusque-là. Mais je vois toujours l'espoir. Et je vais parler des activités illégales, des coupes des bois illégaux et l'échange des animaux et des plantations en voie d'extinction. Donc ce sont tous des crimes. Selon l'Institut de recherche situé à Londres, la déforestation, le déboisement et la perte de biodiversité seront définis comme des crimes et nous allons élaborer des sanctions contre ces actes. Et je pense que ça va être une bonne opportunité pour les secteurs privés. Donc, avant moi, beaucoup ont parlé des difficultés
et de nouvelles préoccupations. J'aimerais y ajouter mon point de vue. Les gouvernements doivent trouver un moyen de coordonner les différentes démarches afin de lutter contre la déforestation et la déforestation, car actuellement des initiatives sont prises de façon indépendante sans une vision globale. Bien sûr, il y a des problèmes liés aux subventions mal vexées qui ont des conséquences négatives sur l'émission des carbones et la disparition des forêts. Bien sûr, je peux parler des choses positives. De plus en plus de personnes partagent ces inquiétudes et ces inquiétudes vont les pousser à changer leur comportement en tant que consommateurs. Et j'aimerais poser la même question. Quelles sont vos préoccupations et quels sont vos espoirs? Je pense que nous cherchons nos solutions dans des domaines qui n'ont pas de réponse. Pour résoudre la crise alimentaire, c'est une question politique liée à la démocratisation, à la démocratie et les approches politiques et la volonté politique. Dans ce contexte, si nous continuons d'exclure de façon injuste les communautés locales, nous ne pourrions pas résoudre la crise actuelle. Mais quand même, je garde l'espoir car les communautés locales, comprenant les autochtones, sont prêtes à coopérer et participer aux actions en faveur des forêts. Pourriez-vous nous donner les derniers mots? Nous parlions de la génération future. Bien sûr, je partage toutes ces préoccupations. Surtout, je me préoccupe de la gestion des ressources naturelles qui ont des limites. Pourtant, nous devons les utiliser tout en les préservant pour les générations à venir. Heureusement, les jeunes passent à l'acte tout en étant conscients des enjeux mondiaux. Et notre Association internationale des étudiants en sciences agricoles lutte contre les déchets et la destruction. Et ensuite, en République démocratique du Congo, nous avons lancé des initiatives concrètes pour préserver les ressources naturelles. Ces dernières apportent des bénéfices concrets économiques. Ces projets sont dirigés par les jeunes. Si vous apportez votre soutien à ces projets, nos efforts pourront porter leurs fruits. Mesdames et messieurs, nous avons écouté différentes opinions de 15 participants et durant 90 minutes, ces échanges étaient passionnants malgré des contraintes. Je vous remercie tous les panélistes pour votre intervention. All of you.